Bien le bonjour. Il y a quelques temps de ça, je vous ai demandé sur Instagram de choisir quel sujet de vidéo vous voulez que je traite. Il y a quelques temps de ça, je vous ai fait une vidéo sur les progrès de la médecine. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous parler d'un de ces progrès plus précisément parce que clairement ce genre de progrès, c'est des progrès qu'ils ont mis des années, voire des siècles à voir le jour et arriver tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est clairement pas en une minute de vidéo que j'arriverai à tout vous raconter là-dessus et que vous en sachiez un maximum. Donc je me suis dit autant vous faire voter pour savoir de quel progrès j'allais parler en premier. Et à ma grande surprise, vous avez été extrêmement nombreux à choisir la grossesse et ses progrès. Honnêtement, quand je l'ai mis dans le sondage, je pensais pas du tout que celui-là ça allait vous intéresser, mais la grande majorité a choisi ce thème. Donc bah écoutez, je me suis pris au jeu et je vous ai écrit une vidéo qui j'espère va vous plaire sur la grossesse et tous ses progrès. Même si la grossesse est l'un des plus beaux moments qu'une femme peut connaître, c'est aussi l'un des moments les plus dangereux pour elle dans sa vie. Parce que oui, même si aujourd'hui il y a eu énormément de progrès et qu'on arrive à diminuer de manière extrêmement significative la mortalité maternelle, il y a bien évidemment toujours des facteurs naturels qui font qu'on a plus de risques à avoir des enfants. Comme par exemple le fait d'avoir plus de 35 ans, le fait de fumer, le fait d'être obèse ou simplement le fait d'avoir une grossesse multiple comme des jumeaux, des triplés, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des grossesses à risque. Et malheureusement, on ne peut pas les arrêter parce que si on est obèse ou qu'on fume, on va pas vous dire ne faites pas d'enfants, bien évidemment que non. Et pareil pour les grossesses multiples, vous allez pas décider combien de bébés vous allez avoir dans votre ventre. Donc, bien évidemment, les progrès dont je vais vous parler, c'est une liste extrêmement non exhaustive de plein de progrès. Il y en a mais tellement et on pourrait en parler des heures de comment la grossesse et la façon de gérer cette grossesse a évolué. Et du coup, j'ai essayé de vous parler de quelques techniques que vous connaissez sûrement, que vous en avez sûrement déjà entendu parler pour vous en parler un petit peu plus en profondeur et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas au niveau de ces techniques. On va commencer par la première technique qui a relativement révolutionné la grossesse et qui au final n'est pas si vieille que ça, c'est ce qu'on appelle l'échographie. La grande particularité de cette technique, c'est qu'elle va utiliser des ultrasons. Là, vous entendez ma voix, ce sont des sons qui sortent de ma voix, et bien les ultrasons, ça va être des sons juste beaucoup plus aigus que du coup notre oreille ne va pas entendre. Et en plus de ça, on a commencé à utiliser les ultrasons pendant la Première Guerre mondiale pour essayer de retrouver des sous-marins dans la mer. Donc ça avait totalement une utilité militaire et à cette époque-là, on ne pensait même pas pouvoir l'utiliser en médical. C'est donc dans les années 1950 qu'on va commencer à faire de l'imagerie, surtout au niveau du cœur et de la poitrine, qu'on va commencer à justement examiner tout ça. Mais c'est seulement dans les années 1970 où les ultrasons et l'échographie va être utilisés dans le domaine de l'obstétrique. C'est un nom barbare pour dire dans la grossesse. Mais malgré tout ça, il va se démocratiser petit à petit. Tous les hôpitaux n'ont clairement pas un système d'échographie qu'ils vont utiliser pendant les grossesses. Et donc pour vous montrer à quel point c'est récent, je suis sûre que vos parents, quand ils étaient dans le ventre de votre grand-mère, eh bien elles ne savaient pas à ce moment-là quel sexe allait avoir votre parent puisque l'échographie n'était tout simplement pas utilisée ni démocratisée. Aujourd'hui, c'est une technique qui est très utilisée. D'ailleurs, elle est utilisée systématiquement et c'est obligatoire. À chaque grossesse, on a 3 examens échographiques pour vérifier que le bébé est en bonne santé. On va mesurer les proportions, vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie et du coup ça va nous permettre de prévenir tout ce qui va être complications au niveau de la naissance, au niveau du développement du bébé et ça augmente énormément les chances de survie que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Mais cette fameuse échographie va aussi permettre d'essayer de dépister de la fameuse trisomie 21 puisqu'on va venir mesurer la nuque du bébé dans le ventre et si jamais cette nuque n'est pas de taille normale, dans ce cas on va faire des examens supplémentaires mais ça permet aussi de prévenir de cette maladie. Et bien entendu, on ne va pas se le cacher, avoir des photos de notre bébé alors qu'il n'est même pas encore là, c'est juste génial et en plus de ça, savoir quel bébé on aura, si c'est une fille ou un garçon, et bien ça aussi c'est une révolution. Vient ensuite comme deuxième technique très utilisée pour la grossesse et pour la naissance, c'est la césarienne. Donc là je vais vous parler d'une technique qui est vieille comme le monde, puisque ça fait des millénaires littéralement qu'on se sert de cette technique pour essayer de venir sauver le bébé. Malheureusement, comme beaucoup de découvertes et de techniques au niveau de la médecine, avant qu'on arrive à sauver des millions de gens, il y en a d'autres millions qui en sont morts. Il faut savoir qu'à la base,
base, en plus, cette technique était pratiquée sur les femmes mortes. On la faisait pour essayer de venir sauver le bébé, voire même sauver son âme. Et d'ailleurs, les bébés qui étaient nés de cette manière étaient considérés comme un miracle. C'était souvent des hommes, pas des femmes, attention, qui étaient considérés comme des héros, des hommes qui allaient devenir exceptionnels, des hommes politiques qui allaient faire plein de choses dans leur vie. Et puis, les siècles passent, la technique est toujours utilisée et on commence à essayer de la faire sur femmes vivantes. Mais à ce moment-là, eh bien c'est l'église qui vient de dire non, vous ne pratiquez pas cette technique sur femmes vivantes mais que sur femmes mortes. C'est-à-dire que si la femme venait à agoniser, eh bien on attendait simplement qu'elle meure pour ensuite venir décider de récupérer son bébé et de ne pas la sauver. Parce que l'église considérait que c'était le bébé en priorité à sauver pour pouvoir le baptiser ensuite après la naissance et que une vie pour une vie, c'est Dieu qui décidera qui reste. Mais ça a duré qu'un temps et ensuite on a commencé les césariennes sur femmes vivantes et là encore l'histoire est très très longue. Il y avait beaucoup d'opposition, les chirurgiens ne savaient pas quelle technique utiliser, chacun pensait avoir raison. La première question finalement très simple, c'est dans quel sens faire la scission, en haut de l'utérus, en bas de l'utérus. Et la plus grosse question, qui est-ce qu'on va sauver? Est-ce que c'est le bébé? Est-ce qu'on préfère perdre le bébé et sauver la maman? Ça pareil, les chirurgiens s'opposaient et encore une fois, chacun pensait avoir raison. Mais surtout, la plus grave erreur qui était commise et qui a été commise durant des siècles, c'est le fait qu'on ne recousait pas à l'intérieur du ventre. C'est-à-dire que pour extraire le bébé, il faut d'abord couper la peau et ensuite il faut venir couper l'utérus pour sortir le fameux bébé. Eh bien, on ne venait pas recoudre l'utérus, on venait simplement recoudre la peau et on pensait que tout allait se remettre en place de manière totalement normale. Grave erreur puisque les femmes mouraient d'hémorragie ou de septicémie, ça venait à s'infecter et donc la nouvelle maman mourait en quelques jours. C'était littéralement une énorme catastrophe puisque une femme sur 3 venait à mourir quand on l'accouchait par césarienne. Et c'est finalement que dans les années 1880 où on s'est dit, eh ben pourquoi pas on va venir recoudre l'utérus. C'est ce qui a été fait et là la mort a été légèrement diminuée, mais la mortalité maternelle une fois accouchée par césarienne a largement diminué, mais ça que ce soit pour toutes les opérations faites suite à l'apparition des antibiotiques. Et pour en revenir du coup à quel endroit on fait la césarienne, et bien maintenant on fait ce qu'on appelle une césarienne basse. On va venir inciser horizontalement au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire à la base de l'utérus pour venir récupérer le bébé. Aujourd'hui, c'est une technique qu'on utilise très largement. Je pense que honnêtement, vous connaissez tous une femme qui a déjà accouché ou été accouchée par césarienne, mais malgré tout, la mortalité maternelle reste plus importante pour les femmes qui ont accouché par césarienne que par voie naturelle. C'est pour ça que l'OMS recommande malgré tout d'avoir que 5% d'accouchements par césarienne pour justement prévenir de cette mortalité. Mais, et vous allez le voir, on est très très loin de ce chiffre puisque même en France, plus de 21% des femmes accouchent par césarienne. Il y a quand même une très large marge entre ce qu'on pense bon pour notre santé et ce qu'on fait réellement. C'est un peu entre guillemets une mode d'accoucher par césarienne, il y a même des femmes qui peuvent le demander dans certains pays, mais comme je vous l'ai dit, eh ben c'est pas de tout risque. Malgré tout, le fait de maintenant maîtriser la césarienne permet énormément de sauver des vies, que ce soit encore une fois pour la maman ou pour le bébé. Elle permet aussi aux grossesses multiples de sauver plusieurs bébés, puisque en général, avant quand on accouchait de jumeaux, eh bien il y avait un bébé sur 2 qui vivait avec de la chance. Aujourd'hui, on arrive à sauver les 2 bébés en faisant un accouchement par césarienne et ça, bah c'est franchement pas rien. Ensuite, une technique qui a là changé la vie de beaucoup de femmes, j'ai nommé la péridurale. Parce que oui, comme chaque femme, on n'est pas tous égales au niveau de la douleur. Ça vaut pour les règles, il y a des femmes qui sont pliées en deux quand elles ont les règles et il y en a d'autres qui ne sentent mais strictement rien quand elles les ont. Et ben, l'accouchement c'est pareil. Il y en a qui ont extrêmement mal, il y en a d'autres qui ressentent quasiment rien. Il y a des femmes pour qui l'accouchement va durer très peu de temps, d'autres pour laquelle ça va être interminable et donc forcément le fait de diminuer cette douleur, ça va être une libération et ça permet aussi peut-être d'apprécier un petit peu mieux son accouchement. La péridurale a été inventée en 1940, mais comme l'échographie, elle a été seulement utilisée de plus en plus et ça petit à petit, et c'est vraiment dans les années on va dire 1990 qu'elle a vraiment commencé à être utilisée très très souvent. Ça va simplement consister à venir planter une aiguille au niveau des lombaires dans le liquide céphalo-rachidien à proximité de la moelle épinière. Ensuite, on va venir intégrer un cathéter qui est un petit tuyau qu'on va laisser, on va venir retirer l'aiguille et on va venir injecter l'anesthésiant pour qu'on ne puisse plus sentir le bas du corps.
À savoir, on n'anesthésie pas totalement une femme qui va venir accoucher pour qu'elle ait encore des sensations et qu'elle puisse venir aider au travail pendant les contractions, sinon la femme peut être trop inactive et ça peut poser problème pour la venue du bébé. D'ailleurs, cette technique n'est pas du tout utilisée que pour l'accouchement, il y a pour plein d'autres raisons qu'on va venir anesthésier localement seulement le bas du corps et du coup, femmes comme hommes peuvent avoir recours à la péridurale au cours de sa vie. On pourrait parler longtemps de tous les progrès que l'on a fait au niveau de la grossesse, comme par exemple la ventouse, la fécondation in vitro, le forceps, etc., etc. Et les progrès sont juste énormes puisque en 300 ans, on est passé de 1200 morts pour 100 000 femmes à 9,2 morts pour 100 000 femmes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Mais ça, c'est pour ce qui concerne les pays développés. Parce que oui, là encore, on n'est pas du tout tous égaux en fonction de là où on est, de là où on vit, puisqu'on considère qu'il y a encore environ 830 femmes par jour dans le monde qui vont venir mourir suite à une grossesse. C'est des chiffres qui sont énormes et qui aujourd'hui ne devraient pas avoir lieu d'être. Et la grosse conséquence à tout ça, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai énuméré, il y a énormément de techniques qui font qu'on peut éviter tout ça, c'est tout simplement le fait qu'elles n'ont pas accès aux soins. Beaucoup de femmes vivent dans des villages extrêmement reculés et du coup ne peuvent pas avoir accès à un hôpital et un réel suivi par des sages-femmes notamment. Et en plus de ça, il y a dans certains pays un gros tabou sur la sexualité qui fait que les femmes ne sont pas prévenues. À rappeler, et je trouve ce chiffre mais juste impressionnant et qui parle de lui-même, une relation sexuelle non protégée est le deuxième facteur qui va venir causer la mort au niveau des maladies. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est en fonction des pays, puisque un tiers de la mortalité maternelle est regroupée dans seulement 2 pays au monde, qui est l'Inde et le Nigeria. C'est juste affolant. Mais retournons dans nos pays développés parce que même ici, eh bien, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, il y a encore énormément de progrès à faire. Puisque certes, au niveau de la technique, on maîtrise tout très bien, mais maintenant, c'est au niveau de la pratique qu'il va venir falloir faire des efforts. Et tout ça, ça va reposer sur la simple prévention. La prévention au niveau des IST, la prévention et l'accompagnement psychologique et social d'une femme, c'est extrêmement important. Par exemple, quand une femme est enceinte, elle va avoir des rendez-vous où on va lui poser des questions toutes bêtes, du genre est-ce qu'elle est bien, est-ce que son mari ne la frappe pas, est-ce qu'elle mange bien. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important et surtout à quel point il y a énormément de femmes dans ces cas-là. Alors oui, donner la vie, c'est l'une des plus belles choses que l'on peut faire dans une vie en tant que femme, et même si aujourd'hui il n'y a quasiment aucun risque d'y avoir des séquelles, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Allez vous faire aider, renseignez-vous, peu importe quel âge vous avez, que vous ayez 16 ans ou 40. Nous avons la chance d'avoir des associations, des plannings familiaux qui font que nous pouvons être aidés et ça en toutes circonstances. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de la préparer pour vous parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau sujet que la naissance. Donc en soi, merci à vous d'avoir voté pour ce sujet. N'hésitez pas à venir vous abonner et à mettre un pouce bleu sous ma vidéo, ça permettra à ma chaîne d'être vue et du coup d'augmenter si ce que je fais vous plaît. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.